Bonjour à toutes et tous et bienvenue au webinaire Optimiser l'irrigation en culture horticole hors sol via le refroidissement des surfaces de production. C'est le 15e webinaire d'une collection organisée dans le cadre du projet ClimaVeg. Je suis Henri Frelon, je travaille à VG Police Valais. Nous sommes chefs de file de ce projet. Je tiens avant tout à remercier le pilote de ces travaux, Alain Fer, de l'Astre d'Or, Institut des professionnels du végétal, en partenariat avec le bureau horticole régional, qui est représenté aujourd'hui par Benjamin Vachon. Je vous rappelle rapidement les modalités pratiques de fonctionnement du webinaire sur la diapo suivante, à savoir, merci de couper vos micros, éventuellement votre caméra, de ne pas hésiter à zoomer sur les présentations. Et pour les questions que vous pourriez avoir au fil de la présentation, plutôt utiliser l'onglet Conversation que vous avez en haut de votre écran pour poser au fil de l'eau les questions et on les relaiera aux intervenants après chaque portion de présentation. Vous soulignez aussi que ce webinaire sera enregistré et disponible en replay d'ici quelques jours. Si je reviens au projet ClimaVeg, ClimaVeg est l'association de deux mots, climat et végétal. Il porte sur la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique. C'est un projet qui a démarré en février 2021 pour une durée de 4 ans. Il comprend 24 actions de recherche et d'expérimentation et implique 80 partenaires. ClimaVeg est un projet cofinancé par les partenaires et par les deux régions, le Conseil régional des Pays de la Loire d'une part et le Conseil régional de Bretagne, accompagné de l'ADEME d'autre part. Toutes les actions du projet sont articulées autour, du triptyque eau, sol, plante et sont de différentes natures. On y trouve des travaux de recherche, de l'expérimentation, des ateliers participatifs. Voilà. Et vous l'aurez compris, le projet touche à sa fin et c'est la raison pour laquelle cette collection de webinaires est organisée, permettant ainsi aux pilotes d'action, accompagnés de leurs partenaires, de vous présenter les résultats qui ont pu être acquis durant ces 4 années. Je vais maintenant laisser la parole à Benjamin, qui va vous présenter le déroulement de ce webinaire. Et je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat afin qu'on les relaie aux intervenants. Je te laisse la parole, Benjamin. Bonjour à tous. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est l'optimisation de l'irrigation en culture horticole hors sol via le refroidissement des surfaces de production, qui va vous être présenté donc par Alain Fer, d'Astrée d'Or-Loire-Bretagne. Il va vous présenter dans un premier temps les enjeux ciblés, puis le refroidissement des tunnels. Il abordera ensuite le refroidissement des plateformes en plein air, et puis abordera des travaux concernant les toiles d'ombrage et pour l'ombrage, le refroidissement, mais aussi par rapport au spectre lumineux. Et puis enfin, Alain montrera des expérimentations concernant des machines de traitement de l'eau dans un but d'économie. Alors, ce que l'on vous propose lors de ce webinaire, c'est d'utiliser vos téléphones. Donc, sortez bien vos téléphones si vous voulez jouer avec nous. Donc, nous allons vous proposer un petit questionnaire WooClap. C'est assez simple, hein, il suffit de prendre vos téléphones et de scanner le QR code qui va vous être proposé. Voilà, et en scannant ce QR code, vous arriverez directement aux questions que l'on va donc vous poser. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour scanner votre QR code et rapidement, vous allez tomber sur notre première question. Hop. Alors, du coup, si tout le monde est prêt, on va directement attaquer par la première question. Donc, c'est une petite phase introductive par rapport à ce que va vous dire Alain tout à l'heure. On va voir si vous êtes raccord avec son sujet dès le début. Première question, c'est quelles sont, selon vous, les évolutions de température à Angers dans les 20 ans qui suivent, si on prend en compte bien les premiers relevés de température, enfin la période des premiers relevés de température jusque, en gros, en 2040-45. Alors, on voit en direct
les réponses qui affluent. Ah, il y a encore 13 personnes qui n'ont pas voté. Ça monte, ça monte. On voit la tendance se dessiner. Ok. Bon, ça n'a plus l'air d'avancer. Donc, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, quelle va être la tendance en termes de pluviométrie d'ici à 30 ans en région Pays de la Loire? Est-ce qu'elle sera plus faible? Est-ce qu'elle sera identique ou est-ce qu'elle sera plus forte? D'ici à 30 ans. Ok, il en reste un normalement. Voilà. Ok. Ah, certains se sont rajoutés. C'est bon. Troisième question, quelle va être l'évolution du climat en Pays de la Loire d'ici à 50 ans? Est-ce qu'il va être désertique, méditerranéen, océanique, tempéré, montagnard ou apaisé? Ok, on doit avoir nos réponses. Alain, je vais te laisser reprendre la Ouais, main pour qu'on voit le PowerPoint. tout à fait. Je reprends la main. Toc. Alors, juste avant que Alain commence donc sa présentation, je voulais quand même présenter Alain, qui est directeur technique d'Astrédor Bretagne, station Astrédor, qui est en charge des essais Climavège pour la tâche qui nous concerne aujourd'hui. Astrédor, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc un réseau de mission qui a pour mission l'expérimentation auprès de producteurs, horticulteurs et pépiniéristes un peu partout en France et notamment donc en Pays de la Loire pour Astrédor Loire-Bretagne. Voilà, eh bien Alain va vous donner le détail des essais qui ont été menés donc par la station. À toi, Alain. Ok, merci et bonjour à tous. Donc, en premier élément de contexte, on va parler des climats futurs dans la région. C'est un travail qui a été fait dans le cadre du projet Climat-Vège. C'est l'une des premières actions. Et il y a tout un petit document qui a été fait par des météorologues sur l'évolution du climat, que vous pouvez retrouver. Vous verrez, Henri vous donnera à la fin de la présentation l'endroit où on peut retrouver tous les livrables du projet. Et vous pouvez les retrouver à l'intérieur. Donc, c'est assez intéressant comme document. Et vous voyez, alors je sais pas où vous êtes, là il y a plusieurs villes dans les régions Bretagne ou Pays de la Loire. Si on regarde à Angers, actuellement c'est déjà pris 1,3 degré. Euh, entre 2030, c'est pas loin, hein, c'est dans 6 ans, et 2060 plus 2,1 degrés, et à l'horizon 2071, on sera à plus 4,3 degrés. À cette époque-là, je serai un vieux crouton desséché en EHPAD. Et vous avez l'évolution des températures ici, que vous voyez avec assez constant jusque dans les années 90, puis qui augmente de plus en plus vite et après qui accélère encore. Jusqu'en 2020, c'est les vraies données. Après, vous voyez, il y a un petit trou et après, c'est les modèles qui repartent. Il y a un petit décalage entre les vraies données et le démarrage des modèles. C'est pas très gênant. Mais c'est l'évolution générale qu'il faut voir, avec Brest qui sera toujours plus frais, et puis on va retrouver en ville la plus chaude, pratiquement Angers, hein.
Alors, là, on a du temps. Aujourd'hui, on a un webinaire assez long. Je vais pouvoir vous donner un petit truc amusant parce que, bon, on brûle du charbon, d'abord du charbon, puis du pétrole, puis du gaz et bientôt de l'hydrogène, etc. Depuis quand même pas mal d'années, depuis 1900, enfin même avant 1900. Et le taux de CO2, il a augmenté avant qu'il y ait une augmentation des températures ici. C'est-à-dire que là, à partir des années 1950, on avait déjà des taux de CO2 qui étaient augmentés dans l'atmosphère. Par contre, on ne voyait absolument rien sur les températures moyennes. Et ça, on pourrait faire un petit jeu. Je ne sais pas si vous savez à quoi c'est dû. Mais c'était l'un des arguments pour dire que non, il n'y avait pas de réchauffement climatique avec le CO2. Bon, quand il y a une loi physique qui s'applique, on ne peut pas déroger à la loi physique, hein. Si on met un gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il y a augmentation des températures. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on brûle du charbon, du pétrole ou un peu moins de gaz, mais surtout charbon-pétrole, on relargue en même temps du soufre dans l'atmosphère. C'est lié. Et en fait, ce soufre compense pratiquement exactement l'effet du CO2. Donc, en fait, pourquoi est-ce que les températures sont stables jusqu'à 1980-90? Parce qu'il n'y avait aucune réglementation sur les émissions de soufre. Or, les émissions de soufre, si vous vous en souvenez, ça faisait des pluies acides. En Allemagne, c'était catastrophique. Ils perdaient leurs forêts. Il y avait des lacs à des pH de 2. Enfin, c'était assez dingue. Parce que le soufre plus haut égale acide sulfurique. Et acide sulfurique, c'est pas un acide gentil. Et en Europe, enfin Amérique, Europe et Russie, il y a eu un accord dans les années 80 pour réduire fortement les émissions de soufre, ce qui a été fait. Ce qui fait la première marche de 80 à 2000 en gros, où on a commencé à avoir une première augmentation et après on voit qu'il y a une deuxième augmentation à partir de 2010, là une accélération. En fait, la Chine s'est mise à réguler son soufre à partir des années 2000 et en 2010 c'était fini. Il faisait presque plus d'émissions de soufre et là on voit de nouveau une forte augmentation. Donc en fait, les deux sont corrélés. Et ce qui est assez amusant, c'est que on pourrait se dire, on va remettre du soufre dans l'atmosphère. C'est un peu ce que les technosolutionnistes, ceux qui pensent que la technologie va solutionner tout, disent, c'est-à-dire on va envoyer des fusées et puis elles vont mettre du soufre dans l'atmosphère haute et puis ça va faire un bouclier protecteur. Ok, ça fait un bouclier protecteur, les températures montent pas, mais quand le soufre il finit par retomber sur Terre par l'intermédiaire de pluies acides, donc ça veut dire qu'on crée des pluies acides, là la température s'envole. Donc en fait c'est juste un cache-misère, et quand on retire le cache-misère, la situation est catastrophique. Donc ce n'est pas une solution, la solution c'est de réduire. Voilà, voilà. Allez, on avance un peu? C'était intéressant quand même, non? Alors, climat futur. On continue, donc là on a vu les températures, là on voit les nombres de jours de gel. Où donc pareil, situation assez stable jusque dans les années 2000, puis ça descend, ça descend, ça descend, et vous voyez qu'on va passer à Angers, où on était à nombre de jours de gel pratiquement à 40, 40 ou 50 jours en moyenne. On va tomber à pratiquement zéro, 9 jours de gel en 2071. Donc 3 fois rien. Et Brest deviendra une zone vraiment où le gel est totalement anecdotique avec 2 jours par an, ce qui veut dire pas tous les ans et pas des gros gels. Donc on va pouvoir faire des cultures tropicales à Brest. Ils ont déjà commencé puisqu'ils font de la vanille, ils font du thé, ils font plein de choses. A contrario, les nombres de jours chauds et très chauds. Alors chaud, c'est au-dessus de 25, très chaud, c'est au-dessus de 30. On pourrait mettre très très chaud au-dessus de 40, qu'on a déjà eu au moins une fois en 2022. Et là, on voit pareil, hein, exactement les mêmes tendances, une envolée du nombre de jours chauds et très chauds. Si vous regardez à l'horizon 2100, là, au fin de la projection sur la période 2070-2100, on est à 110 jours supérieurs où la température maximale dans la journée va dépasser les 25 degrés, c'est-à-dire un tiers de l'année. Un tiers de l'année, la température max sera supérieure à 25 degrés. Donc le climat, vous voyez, il va quand même beaucoup changer. Angers, Nantes, tout ça, c'était la douceur en juin, les températures dépassent rarement les 30 degrés, il pleut tout le temps et tout ça. Là, pour l'instant, vous voyez qu'on oublie un peu, hein.
Au niveau de la pluviométrie, donc là, vous avez les choses représentées en deux ordres. Vous avez les pluviométries l'hiver, l'évolution du cumul de pluie l'hiver. Alors les couleurs, c'est pareil, c'est les villes, hein. Rennes d'un côté jusqu'à Brest de l'autre, et Angers, la troisième barre, la barre jaune un peu bizarre là, jaune orangé. Et donc en hiver, vous voyez qu'en fait, on va avoir plus de pluie en hiver. C'est ce qui se voit sur les graphiques en barre à côté. C'est chaque barre, c'est un mois, janvier, février, mars, etc. Ça se voit au niveau de Saumur. Vous voyez que février va devenir très pluvieux par rapport à la situation actuelle. À Quimper, c'est encore pire, hein. Déjà, il pleuvait en Bretagne, ça va être encore pire, avec de la pluie jusqu'au mois d'avril, de la pluie très très fréquente. Et puis en été, par contre, c'est l'inverse, sécheresse, beaucoup plus de jours de sécheresse. Là, tout le monde est à peu près pareil. Et ça se voit sur les 3 mois, juin, juillet, août. On pourrait mettre un peu mai et un peu septembre suivant les localités. Mais vous voyez que les barres oranges de aride, c'est-à-dire déficit de plus de 100 millimètres, ces barres s'accentuent fortement pour les deux villes extrêmes, Saumur et Quimper. Donc on a un climat qui devient plus humide l'hiver avec moins de gel, plus sec l'été avec plus de jours de chaleur. Ça s'appelle un climat méditerranéen. C'est ce que vous avez représenté sur cette carte-là. Chaque couleur des petits camemberts, c'est un type de climat. Donc, il y a la dénomination en dessous, là. Alors, vous voyez peut-être pas très bien, mais les couleurs principales, il y a orange, hein, c'est méditerranéen. C'est tempéré, a été chaud et sec. Après, vous avez le charentais, c'est le vert un peu vif, là, qui est tempéré, a été frais et sec. Et puis, vous avez le vert foncé pour la situation actuelle, qui est le climat breton, qui est tempéré, a été frais sans saison sèche. Donc, ça veut dire qu'il pleut, hein. Après, ils ont mis le climat mexicain, le climat subtropical et le climat sarde. Donc le climat sarde, c'est semi-aride frais. Subtropical, c'est été chaud et saison sèche hivernale. Et puis mexicain, c'est tempéré, a été frais et saison sèche hivernale. Les trois derniers, il y en a presque pas, hein. Vous voyez, il y en a un tout petit peu dans une situation transitoire au début, mais après ça disparaît. Et vous voyez qu'on passe en gros d'un climat a été sec, frais et sec, à un climat, enfin frais, sec, voire humide, à un climat a été chaud et sec. Donc typiquement, ce qu'on a eu en 2022, ce qu'on a eu en 2020, je crois, tout court, etc. C'est-à-dire ces étés où on avait de la sécheresse, de la forte chaleur pendant l'été. 2022 a été exceptionnel parce que l'hiver aussi a été sec, hein. Alors que là, en 2024, on a bien eu l'hiver bien humide. Là, ce qui est exceptionnel en 2024, c'est l'été également humide. Hein. Le climat, c'est des moyennes, hein, c'est pas des, il se passe pas tous les ans la même chose. Hein, on a toujours des années exceptionnelles par rapport à une moyenne. Donc voilà un peu le climat vers lequel on va. Donc on va vers un climat où on a besoin de, si je suis producteur de cultures spécialisées, de peut-être augmenter mes réserves d'eau pour récupérer le plus d'eau possible en hiver pour les réutiliser en été. Ça veut dire, alors le meilleur des systèmes, c'est les citernes enterrées ou les citernes couvertes, hein, pour éviter l'évaporation. D'ailleurs, dans le Climaveg, il y a des travaux sur les citernes d'eau faits par l'ARELPAL, où vous avez des résultats avec des trucs qui limitent l'évaporation. Donc ça, c'est l'un des premiers trucs pour la réserve en eau, parce que effectivement, hein, vous voyez, si on met des méga-bassines en Charente, c'est parce que les prévisions disent que oui, en Charente, dans le Saumurois, au niveau du Mans et tout ça, on va avoir pratiquement tous les ans une sécheresse avec des déficits en eau estivale, mais pas hivernale. Donc le truc, c'est de récupérer en hiver et d'utiliser en été. Donc, s'il y a des investissements à faire sur les entreprises, augmenter la taille des citernes d'eau, c'est pas une mauvaise idée.
Et puis récupérer toutes les autres toitures hein, au maximum, au maximum. Si on a de la pleine terre, on enfouit ça dans le sol de la pleine terre. Voilà, voilà. On va regarder vos réponses. Alors, si je ne me suis pas trompé, il y en a 18 qui m'ont dit qu'on serait à 2,1 degrés. Alors, effectivement, la bonne réponse était bien 2,1 degrés. Par contre, tout le monde a raté la deuxième bonne réponse, qui était 35,72 degrés Fahrenheit, qui est l'équivalent de 2,1 degrés. Vous avez dû oublier de faire vos conversions. Le 1,5 Kelvin, non, là on est très proche du zéro absolu, c'est pas ça. Le 4,1 degrés, on l'aura pas à l'horizon de 20 ans, mais à l'horizon plutôt de 40 ans. Hein. Mais on va pratiquement y arriver. Et puis le 0,1, bah, de toute façon c'est déjà foutu, puisque on a déjà dépassé le plus 0,1 degré. Il faut savoir que sur le climat, petite précision, c'est que quand on parle de température moyenne à l'échelle de la Terre, quand on dit il ne faut pas dépasser les 1,5, ce qu'on a dépassé cette année, hein, on parle de la température moyenne de l'ensemble des points de la Terre, y compris les océans. Or, les océans sont frais. Sur la Terre, sur les continents, on peut rajouter facilement 1 degré, voire 2 degrés par rapport à ce qui est annoncé sur la moyenne, parce que les continents se réchauffent plus. Donc ça veut dire que si on dit qu'à l'échelle globale, on va être sur du plus 3 degrés ou plus 4 degrés, ça veut dire que à Paris, enfin à l'intérieur des terres, ils vont se manger peut-être 2 degrés de plus. Hein. Donc ça fera plus 5, plus 6 degrés. Nous, on est plus proche de l'océan, on n'aura pas 2 degrés de plus, mais on aura facilement 1 degré de plus. Donc tout ça, c'est pas super réjouissant. Hein. Ça va? Oui? Je vous entends pas répondre, mais... Tendance de la pluviométrie d'ici 30 ans. Donc là, vous pensez que c'est soit plus forte, soit identique. Pour l'instant, les modèles sur la pluviométrie sont moins performants que sur les températures. Mais en tout cas, à Angers, on pense, enfin, dans la région Pays de la Loire-Bretagne, on pense que la pluviométrie serait stable, plutôt stable, avec par contre un changement des répartitions annuelles. Hein, vous avez vu plus de précipitations l'hiver et moins de précipitations l'été. Donc on ressentira plus de périodes de sécheresse. On aura peut-être l'impression qu'il y a moins de précipitations, mais en fait non, c'est la répartition qui va changer. Et effectivement, là, vous avez mis 9, ont mis plus forte. Il y a des modèles qui prédisent plus de précipitations. Hein. Là, celui qui a été retenu par le groupe donc Climaveg retient plutôt, enfin les modèles retenus penche plutôt vers une pluviométrie assez identique. Et puis enfin en climat, alors personne ne veut un climat apaisé. Je sais pas pourquoi. Donald Trump, il va pas rester 50 ans. Hein. Ce serait bien que le climat s'apaise. Mais effectivement, on va basculer sur un climat méditerranéen. Donc, avec la caractéristique principale du climat méditerranéen, hein, c'est des pluies fortes l'hiver et des sécheresses et chaleur l'été. Alors ça, nous, on a de la chance parce qu'on est un peu au nord. C'est-à-dire qu'on peut d'ores et déjà aller voir ce qui se fait sur la côte méditerranéenne pour voir ce qu'il serait possible de faire chez nous en prévision des 50 ans à venir. Ça, je vous en parlerai, je vous en toucherai deux mots là sur les toiles de culture au sol. Climat océanique, c'est le climat actuel, mais on va en partir. Désertique, non, faut pas pousser. Tempéré, en fait, c'est un mot qui veut pas dire grand-chose. Montagnard, non. Alors montagnard, c'est très froid l'hiver, et puis ça peut être très chaud et humide l'été. On n'a pas ça, et climat apaisé, peut-être ou pas. Voilà, voilà. J'espère que ce petit jeu vous a intéressé. En tout cas, félicitations, parce que vos réponses, elles sont quand même pas déconnantes, hein. Ce qui montre bien que le sujet du changement climatique commence à bien percer et que les gens commencent à être bien au courant des choses. Alors être au courant, c'est bien, après, il va falloir agir. Hein. Alors du coup, maintenant, après cette petite aparté ludique, j'espère, revenons au projet Climaveg.
Donc, enfin, la tâche que je pilotais dans le projet Climavec. Là, vous avez vu, le climat il va évoluer. Il va évoluer en hiver, au printemps, il va évoluer en été. Et nous, sur nos cultures, on s'est dit que le truc le plus difficile, le moment qui sera le plus difficile pour les producteurs, ce sera plutôt les périodes estivales. Du coup, on a choisi de travailler sur les périodes estivales. Alors pourquoi c'est les périodes qui nous paraissent les plus embêtantes? Parce qu'on a des problèmes de ressources en eau. Là, Maud du BHR n'est pas là, mais en 2022, elle a eu des producteurs qui avaient toutes leurs réserves d'eau à sec et qui ont dû faire venir des camions d'eau pour arroser leurs plantes, pour éviter qu'elles meurent, parce qu'on est en culture hors sol, donc et pas d'eau en période de canicule. En 2 jours, la plante est morte, hein. Donc, gros problème d'eau. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, gros problème de température et d'ensoleillement, avec des atmosphères hyper sèches où il n'y a pas un gramme de vapeur d'eau pour diminuer l'intensité lumineuse. Il fait très chaud, il y a une très forte insolation, on crame les plantes et on crame les salariés. C'est-à-dire que bah, dans les tunnels, on peut pas aller bosser à partir de 9-10 heures, il va faire 40, 50 degrés dans les tunnels, c'est pas possible. Aller bosser au-dessus d'étoiles noires, d'étoiles au sol noires, c'est pareil, la température devient très forte, ça peut faire fondre certaines chaussures de mauvaise qualité. Là, j'exagère un peu, mais vous allez voir que s'il n'y a pas de chaussures, on se brûle les pieds. Donc, pour ces deux raisons-là, on a choisi de travailler sur la période estivale. On a aussi choisi de travailler que sur le hors-sol. Pourquoi on a choisi de travailler que sur le hors-sol? Parce que par ailleurs, on travaille les mêmes problématiques pour la pleine terre. Donc les problématiques de réserve en eau dans les sols et d'ombrage, on les travaille ou on les a travaillées en pleine terre dans divers projets. Là, je vous ai mis 2 projets. Là, on en a d'autres qui ont été déposés ou qui ont été acceptés. Hein, c'est le projet PTV Confort et ceux qu'on a déposés. Il y a un Parsada qu'on a déposé et puis il y a un européen qui s'appelle Hydrosoil Ways. Où en gros, là, on va travailler sur les techniques de sol vivant, de couverture des sols pour augmenter la perméabilité et la réserve en eau des sols. Et ça marche très bien, puisqu'en 2022, on a réussi à faire notre culture sans trop de dégâts. On a certainement une croissance un peu diminuée, mais avec une croissance tout à fait correcte, sans aucun arrosage pendant cette période. Et puis, voilà. Puis si vous voulez avoir des résultats là-dessus, vous pouvez me contacter. Nous, on peut faire passer quelques infos. Après, si vous voulez des infos plus précises, il faut adhérer à Astrodor pour avoir accès aux résultats. Voilà, voilà. C'est bon? Eh bien, écoutez, je pense qu'on va passer à la diapo suivante. Et là, on va vous refaire un petit WooClap. C'est ça. On va donc, après cette petite phase introductive, on va vous faire travailler un petit peu avant que Alain vous décrive l'ensemble des résultats. Et donc vous poser une question avec réponse libre. Donc vous pouvez répondre ce que vous voulez, puis ça nous donnera un nuage de mots et voir un petit peu, on verra comme cela quelles sont les réponses qui sont les plus récurrentes. La question c'est la suivante. Suite au changement climatique, quels nouveaux problèmes culturaux en hors-sol identifiez-vous? Alors on vous laisse répondre, ce qui vous paraît le plus pertinent. Vous pouvez donner plusieurs réponses. Et on verra si les travaux ont été faits sur ce sujet-là. On a différentes réponses qui s'affichent. Pour l'instant, à égalité. On a quand même des questions qui se posent sur le stockage de l'eau, sur la brûlure des feuilles. Des questions liées à la chaleur avec l'échauffement des substrats. Les canicules à répétition.
Des problèmes de maladie également, des problèmes de développement de ravageurs, pertes racinaires. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes liés à ce réchauffement climatique, à ces changements climatiques. Des problèmes de pollinisation également sont évoqués. Blocage de la croissance. En tout cas, c'est évoqué à 2 ou 3 reprises des risques de perte du végétal concerné. Et on est stabilisé là, Eh à peu bien, près. à peu près. À peu près, ça nous fait un beau nuage de mots. Mais on voit bien que ça crée quand même ça risque de créer de nombreux soucis, hein, ce changement climatique. Là, je vais te laisser, Alain, prendre la suite. Oui. Hop, Alors, ouais. ça, on va garder, on Ouais. sortira les résultats sur WooClap. J'ai écrit en gros là ce que je pense. Alors, faut que je repartage mon écran. Ce que je pense avoir compris. J'ai synthétisé un peu des choses. Qualité de l'eau va inclure aussi l'eutrophisation des bassins. Ça, c'est un peu les grandes thématiques que j'ai vues. Brûlure des plantes. Alors, des choses sur les plantes, hein. Brûlure des plantes, blocage de la croissance, échauffement du substrat, perte racinaire, pollinisation. Donc, des choses sur l'eau, stockage de l'eau, problème du stockage de l'eau, donc certainement quantité d'eau disponible, la qualité de l'eau dans le stockage, et puis voilà. Et enfin, pénibilité au travail et les problèmes ravageurs maladies. Euh, alors, je vais vous dire après ce que nous, on a travaillé. Il y a des choses qu'on a travaillées, il y a des choses qu'on n'a pas travaillées. Stockage de l'eau, on l'a pas travaillé. Je vous ai dit, je vous renvoie vers les travaux de la RELPAL dans le cadre du projet Climavec pour aller voir ce qu'ils ont fait sur le stockage de l'eau. Au niveau de la qualité de l'eau, on a fait un essai que vous verrez à la fin de la présentation. C'est pas tout à fait ça. Je pense que c'est pas sur l'eutrophisation. Il y a des travaux qui ont été faits sur les eutrophisations, le développement des algues dans les bassins, autant en horticulture qu'en maraîchage. Je pense que si on contacte en recherchant les stations, soit la REPA, le CTFL ou nous, on doit trouver des choses, hein. Il y avait l'aération de l'eau permettait d'en retirer. Il y avait mettre de l'orge dans l'eau qui libérait des molécules qui tuaient les algues. Il y avait l'utilisation de poissons pour manger les algues. Voilà. Actuellement, en horticulture, Benjamin, tu me corrigeras si j'ai des conneries, mais l'option la plus courante, c'est plutôt l'aération de l'eau grâce à des pompes qui font Oui, des tout à petites fait. fontaines. Tout à fait. Sans s'oublier que si on fait des fontaines quand il fait chaud, on accélère l'évaporation. Donc toujours bassin couvert, c'est toujours mieux. Quand on peut, hein, les bassins de 3 hectares, bien sûr, on ne peut pas les couvrir. Pollinisation, alors là, peut-être parce qu'il y a il y a beaucoup d'hyménoptères pollinisateurs qui adorent la chaleur et qui ne sont pas du tout embêtés par les canicules. Ce qui est peut-être plus un problème, c'est de trouver les ressources alimentaires, c'est-à-dire qu'on a une végétation sous nos latitudes qui n'est pas adaptée aux canicules, donc il n'y a pas de fleurs. Par contre, on a des plantes comme Lipia nodiflora, comme d'autres plantes qui viennent plutôt du sud, du bassin méditerranéen, qui, elles, résistent aux canicules et vont fleurir en pleine canicule et qui vont permettre de fournir des ressources alimentaires aux pollinisateurs. Bon, voilà. Là, j'en parle. Je suis pas du tout spécialiste du sujet, mais en tout cas, sur les insectes ne sont pas perturbés par des températures de 40 degrés. Normalement, ils y résistent très bien. Nuisible maladie, on va en toucher 2 mots. Échauffement substrat, perte racinaire, on va en toucher 2 mots. Pénibilité au travail, on va en toucher un mot. Et blocage de croissance, en fait, je pense que les blocages de croissance peuvent être liés à plusieurs choses. On va en toucher 2 mots aussi, mais ça peut être lié à des trop fortes insolations qui en fait, faut le savoir, hein, une plante plus on apporte de la lumière, d'intensité lumineuse à une plante, au début, elle va avoir une croissance, une vitesse de croissance corrélée pratiquement linéairement à l'augmentation de l'intensité. Au bout d'un moment, on atteint le maximum des possibilités de la plante, et ça dépend de chaque plante, et on arrive à un palier. Donc là, on peut augmenter l'intensité lumineuse, mais il ne se passe rien, la croissance est toujours la même.
Et quand on dépasse une certaine intensité, la croissance baisse. Et cette croissance baisse parce que en fait, la plante, pendant une partie de la journée, va arrêter sa photosynthèse. Donc, elle va faire la photosynthèse le matin, le soir. Elle arrête de faire la photosynthèse quand il y a trop d'intensité lumineuse. Ça, c'est un mécanisme de résistance. Alors, soit parce qu'elle ferme ses stomates, elle a plus d'eau, donc plus de photosynthèse, mais c'est pour éviter d'avoir trop de molécules résultant de la photosynthèse qui s'accumulent dans les cellules. Donc, on a un arrêt de la photosynthèse. Et ce qui fait que quand on fait de l'ombrage sur certaines plantes, en période de forte chaleur, enfin de forte intensité lumineuse, la chaleur on s'en fout, c'est l'intensité lumineuse qui compte. Quand on va faire de l'ombrage, on peut avoir des croissances meilleures parce qu'en fait la plante photosynthétise toute la journée au lieu d'avoir une période bloquée. Et si on met encore plus de lumière, on arrive là à de la phytotoxicité. C'est là qu'on a les brûlures qui apparaissent sur les feuilles. Et c'est là qu'il y a trop d'énergie qui arrive dans la feuille, trop d'énergie lumineuse, et ça détruit la structure des feuilles et on a les brûlures, jusqu'à la mort de la plante. Hein. Donc on a vraiment ces phases avec augmentation, palier, après une diminution assez lente, pareil assez droite, qui correspond à la période où pendant la journée, la période de non-photosynthèse s'agrandit, et au bout d'un moment, la plante, elle en peut plus, et là, elle crève. OK? Donc nous, on a travaillé ça, refroidissement des tunnels, donc ça, c'est pour la pénibilité des travailleurs, et puis un peu pour les plantes. Refroidissement des sols en parcelles hors sol extérieur, plein air, hein, avec aucun abri par-dessus. Ça, c'est pour tous les problèmes, comme vous l'avez mis, de couleur de peau, de système racinaire et d'environnement aussi au niveau du feuillage. Hein. S'il fait 50 degrés au niveau du feuillage, la plante, elle a fermé ses stomates, elle absorbe plus l'eau, elle n'arrive pas à se refroidir, les brûlures arrivent, il n'y a plus de photosynthèse et c'est catastrophe. Donc, réduction de la température au niveau du sol, baisse de la luminosité et par le fait de la température au niveau du feuillage. Donc ça, c'est pour éviter les brûlures à cause de l'intensité lumineuse, pas à cause de la température. Et réduction de l'irrigation, ça, c'est un effet collatéral un peu de l'ensemble des choses qu'on a testées. Vous allez voir que là-dedans, il y a des choses qui permettent de réduire l'irrigation et parfois de manière très importante. Quand on met un couvercle au-dessus d'une casserole, l'eau s'évapore pas. Si on retire le couvercle, l'eau s'évapore et on consomme plus. Donc des fois, nous, là, vous allez voir, il y a des méthodes, ça consiste un peu à mettre un couvercle et on réduit fortement l'irrigation. Alors, refroidissement des tunnels. Je vais passer vite parce que je blablate et je vais jamais réussir à tenir une heure. Ça n'a pas marché. L'idée qu'on a utilisée, c'est utiliser l'évaporation de l'eau pour refroidir. Donc, vous voyez, c'est des tunnels maraîchers de base, hein, 5 par 10, parois simples. Ils sont chaulés ou pas et on cultive à l'intérieur. Là-dedans, dans ces tunnels-là, même si on ouvre les bords, hein, dès qu'il fait 30 degrés à l'extérieur, il fait pratiquement 40 à l'intérieur. En pleine canicule, c'est invivable. Enfin, on meurt à l'intérieur. Je crois qu'on a déjà 3-4 stagiaires qu'on a retrouvés morts. Euh, L'idée, c'était de tester filet d'ombrage. Donc ça, on réduit l'intensité lumineuse, donc théoriquement un peu la température. Et puis le tunnel qui est derrière, là, le second que vous voyez avec la toile verte qui paraît un peu plus foncée. Là, on était en filet d'ombrage, plus écoulement de l'eau. L'idée est que le filet va réduire la vitesse d'écoulement de l'eau. L'eau n'atteint pas le sol, mais va s'évaporer dans sa descente. En s'évaporant, elle absorbe des calories. Elle absorbe les calories de la bâche qui refroidit l'intérieur du tunnel. L'idée est séduisante, la mise en application est... Bah non. Là, vous avez le graphe, un seul graphe, hein, vous voyez, sur une seule journée. La courbe orange, c'est la température de l'air à l'extérieur du tunnel. Et après, vous avez 3 courbes qui correspondent aux 3 tunnels. Donc, vous voyez un échauffement à l'intérieur des tunnels. La première grande descente, c'est qu'on a vérifié le fonctionnement des sondes et qu'on a vérifié que le procédé pouvait marcher. Donc là, on a pris une lance d'arrosage et on a mouillé les tunnels, les 3 tunnels. Et vous voyez que ça réagit très vite. Rapidement, la température baisse. Ça, c'est pendant que l'eau s'évapore. Ça stagne un peu et après, ça remonte. Ça, c'est la fin de l'évaporation de l'eau. On baisse quand même de presque 10 degrés. Hein. C'est pas déconnant. Hein. On a des baisses importantes de température. Par contre, quand on a utilisé notre système, quand on a fait marcher les tuyaux poreux là, qui étaient mis en haut de tunnel, vous voyez, c'est le petit décrochement de la courbe verte. Attendez, je vais vous mettre un pointeur.
vous verrez mieux. Ça, c'est pas un pointeur, ça, c'est un pointeur. C'est ce petit décrochement-là. Hein. Donc, vous voyez, là, on a lancé l'arrosage et on voit qu'on perd pas grand-chose en température, qu'on remonte vite. Et ça, pourquoi? Parce que le filet n'arrête pas l'eau. L'eau tombe en petite rivière jusqu'au sol. Et voilà, ça ne marche pas. Donc, voilà, ça, on oublie. En plus, gros problème, c'est que on a calculé les consommations d'eau nécessaires dans notre système qui marche moyen. Eh ben, on consomme un demi-litre par mètre carré par jour en période de sécheresse. Autant dire que c'est pas envisageable. Donc voilà, ça, on oublie, ça marche pas. Euh, Est-ce que là, vous avez déjà des questions sur ces deux premières parties, on veut dire, sur le climat et sur... Alors, Alors il là, n'y a pas de questions, Alain, dans le chat. Si des personnes ont des questions, elles peuvent peut-être lever la main. faudra que tu me dises, Henri, parce que je ne vous vois pas du tout. Donc, attendez, Hmm. je vais Ouais, pour vous l'instant, pas de remettre sur le questions, côté. Alain, dans le chat. Ok, Tu as je été continue. très clair. Je continue. On va attaquer les choses plus intéressantes. Refroidissement des surfaces. Alors là, on part sur un autre procédé physique. Ah oui, je vous l'ai pas dit. Tout ce qu'on a travaillé, c'est du low-tech. C'est-à-dire, l'idée, c'est que je suis un producteur chez mon exploitation qui est montée dans les années 90-2000 sans penser au réchauffement climatique. Là, on se prend le réchauffement climatique en pleine face et on se dit, mince, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais pas reconstruire mon entreprise, hein, ça me coûterait trop cher. Ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver des moyens pas chers, adaptables, qu'on peut retirer facilement sans faire des gros investissements. On a pris cette philosophie-là dans le projet. Euh, Pourquoi on a fait ça? Il y a d'autres stations, d'autres secteurs qui travaillent sur le high-tech. Donc, par contre, sur les solutions low-tech basées sur des processus physiques, il n'y a pas forcément beaucoup de travaux. Donc, on a préféré travailler ça. On a aussi travaillé ça parce qu'on est dans des secteurs en horticulture où il n'y a pas beaucoup de marge et les capacités d'investissement parfois sont insuffisantes pour pouvoir changer entièrement une serre ou un tunnel et installer des filets qui se déplient et tout ça. Donc on est parti plutôt en solution de secours, en solution d'urgence. Hein. Donc le premier procédé physique qu'on a testé, c'est l'évaporation de l'eau, je viens de vous le montrer. Le deuxième procédé physique qu'on a testé, c'est l'albédo. Ça, vous connaissez, hein, vous êtes habillé en noir au soleil, vous crevez de chaud, vous mettez un truc blanc, vous avez beaucoup, beaucoup moins chaud. Hein, ça, le noir absorbe tous les rayons lumineux, donc l'énergie des rayons lumineux reste dans la matière et ça s'échauffe. Le blanc renvoie tout, donc l'énergie est renvoyée et du coup, il y a pas d'échauffement de la surface. Donc, ce qu'on a fait, je vais vous montrer une petite photo. Alors désolé, voilà. On a des toiles noires au sol. Ce qu'on voudrait, c'est les blanchir. Donc au lieu de mettre un plastique blanc, alors on a testé les plastiques blancs à pas utiliser, hein, ça glisse, c'est une horreur, on fait pas. Mais par contre, on a testé le chaulage. Donc on a pris le blanc de serre qu'on a mis au sol. Nous, dans nos trucs, c'est on appliquait en avril avant de poser les cultures et puis on laissait ça jusqu'à l'automne. À l'automne, on retire les cultures et on nettoie la surface. Vous allez voir que la préconisation finale est un peu différente. Intérêt, c'est facile à appliquer, on a les produits, c'est facile à retirer. Et quand il pleut, la bâche redevient noire, donc reprend son but premier qui est de réchauffer les plantes quand il fait frais. Et quand il fait chaud, la bâche devient entièrement blanche, c'est ce que vous avez à gauche. Et là, on a l'action de refroidissement. Donc on a un truc qui est beaucoup plus intéressant que juste une toile blanche qui va aussi refroidir, entre guillemets, en plein hiver. Donc, voilà ce que ça donne sur des températures. Alors 2021, pareil, c'est une année pluvieuse. On a décidé de faire des essais des fois sur les années où il n'y a pas eu de canicule. Mais bon, on a quand même des renseignements. Vous voyez là, on a des différences sur les quelques jours de chaleur. Ah oui, on est monté qu'à 30 degrés. Hein, c'est pas grand-chose en température moyenne. Hein.
enfin qu'à 25 degrés. Là, on est en température max dans la journée, donc là, on voit qu'on commence à avoir des différences de température entre les différents matériaux au sol. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais surtout vous montrer ça. Donc là, on est sur une période entre le 18 et le 21 juillet, les seuls moments dans cette année-là où on a eu des différences. Et vous avez en orange la température de l'air, en noir la température des toiles hors sol noir, en blanc la température de... C'était quoi en blanc d'ailleurs? C'était de la bâche blanche, donc la bâche hors sol blanche. Et en bleuté, là, c'est de la bâche hors sol noire sur lequel on a mis du chaulage de serre. Vous voyez que les deux se comportent à peu près pareil, qu'on a un décalage, un fort décalage du réchauffement pendant la journée de ces toiles, avec la toile, la bâche blanche. Ici, c'était un plastique blanc hein, qui s'échauffe plus en fin de journée que de la toile noire chaulée, hein, à mon avis, parce que ça respire pas, parce que c'est vraiment imperméable. Voilà, vous voyez que les échauffements hein, par rapport à l'air, c'est 10 degrés, enfin un petit 10 degrés d'échauffement. Au niveau de la canopée des plantes, on n'est pas au niveau des pots, hein. Là, c'est au niveau de la canopée des plantes. Et on réduit les températures, ça c'est les différences de température par rapport à l'air. Vous voyez qu'on réduit les températures d'environ 5 à 6 degrés quand on blanchit les surfaces. Des effets sur les croissances assez intéressantes. Les grisellines qui sont très sensibles aux fortes intensités lumineuses, en bâche noire, on a beaucoup de morts et peu en bâche chaulée. Donc c'est sensible aux intensités lumineuses et aussi du coup aux fortes températures. La hauteur, la croissance était un peu meilleure de ce fait. Et puis du coup, après, on a testé des toiles grises pour peut-être faire un intermédiaire. Et on a testé de la toile blanche. Donc au lieu de Cholet, là, je refais ma plateforme et je mets une toile blanche à la place de mettre une toile noire. Je vous ai déjà dit qu'il y avait l'inconvénient que ça reste blanc aussi l'hiver. Vous allez voir peut-être d'autres inconvénients. On va retrouver ici des courbes de température. C'est à peu près les mêmes que vous avez vues tout à l'heure. Toile noire, on va monter. Là, on est monté. Là, on est au niveau du sol, au niveau du pot. En gros, on est à 54 degrés au niveau du pot. 46-45 degrés au niveau de la toile hors sol blanche. Là, on est en 2023. Il avait fait bien chaud. Donc, vous voyez qu'on retrouve cette baisse de température de presque 10 degrés. Hein, un petit peu moins de 10 degrés, on la retrouve. Et par contre, vous voyez que la toile grise n'a presque pas de réduction de température. Pour nous, ça paraît un intermédiaire entre le noir et le blanc, mais alors pour la température, c'est pas du tout un intermédiaire, c'est presque une toile noire. Donc ça, la toile grise, là, en plus, elle est 2 fois plus chère que la noire, plus chère que la blanche, on l'oublie. Piouc, piouc, vous mettez une petite croix dessus. Il reste la toile blanche. Ah oui, là, je vous montre des photos de caméra thermique. Là, on était sur une journée où il faisait 33 degrés dans l'air. C'est marqué en haut, la température de l'air 33 degrés. Vous voyez que sur la toile blanche, on a gagné que 3 degrés, 36 degrés. Donc, quand je vous dis ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas, hein. Sur la toile noire, on a gagné 34 degrés. Il faisait 68 degrés au niveau de la toile, sur le sol. Donc là, je vous dis, hein, vous marchez pieds nus là-dessus, vous vous brûlez les pieds, hein. Et en toile grise, vous voyez qu'on est à 61, enfin 62 degrés, c'est-à-dire qu'on est à 28 degrés d'augmentation. Vous voyez que c'est pas du tout un intermédiaire d'un point de vue thermique. D'un point de vue thermique, c'est vraiment comme une toile noire, hein. La différence est vraiment très faible. Vous voyez les plantes qui évaporent, hein. Là, vous voyez que sur la toile grise, les plantes sont sont violettes. Là, le feuillage de la canopée est violet, hein, c'est-à-dire que là, là, on est à 38 degrés ici, elles sont à, je sais pas, quelque chose comme 40-45 degrés au niveau de la canopée. Vous voyez que au niveau de la toile blanche, c'est un peu l'inverse. La plante est plus chaude que l'environnement. C'est beaucoup mieux d'être un peu plus chaud que l'environnement, ça veut dire qu'on peut transpirer plus facilement que l'inverse. Ok? Donc au final, les deux toiles, c'est ces deux-là. La grise, on la vire.
Et en 2024, alors 2024, année sans aucune canicule, mais bon, on a mis toile blanche, toile noire, trois plantes, on a diversifié, on en avait qu'une ou deux avant. Hydrangea, Sarcococa, Pittosporum. Là, on va retrouver les résultats des effets contrastés sur les hauteurs. Cette année, pas de canicule. On est sur un climat breton ou angevin d'il y a 50, 70 ans. On comprend l'intérêt des toiles noires puisque ça fait pousser les plantes. Le Sarcococa, le Pito sont plus hauts en toile noire. Les résultats d'avant que je vous ai montré en 2020, je ne sais plus combien, c'était l'inverse. Le Pittosporum était plus haut en toile blanche. Donc vous voyez que, c'est marqué, c'était 2022. Vous voyez que suivant l'année et suivant le climat, on n'a pas les mêmes résultats sur la toile blanche. On peut être mieux ou on peut être moins bien. L'hortensia, c'est toujours pareil. Lui, il aime bien le frais. Donc, dans tous les cas, lui, il est mieux sur toile blanche. Donc, ce problème d'être, suivant les années, d'avoir des résultats contrastés, n'encourage pas à mettre de la bâche blanche. Il faut mieux utiliser un truc qu'on peut mettre à la demande. Et ce truc qu'on peut mettre à la demande, ça va être plutôt de blanchir au blanc de serre les tours de planche. Je vous ai dit, nous, on l'a testé, on a mis le blanc en avril, on a mis les plantes par-dessus, et après, on a attendu la canicule en juillet-août. De avril à juillet-août, le blanc, il reste au sol, il n'y a pas de souci, hein. Mais par contre, quand on arrive en juillet-août, le sol est pratiquement entièrement recouvert par la canopée des plantes. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin, au final, de tout blanchir. Si on veut vraiment protéger les plantes, il suffit de blanchir que les passe-pieds, enfin, là où le soleil tape, quoi. Les passe-pieds, les tours de parcelles, voire les pots côté sud. Si vous avez des pots noirs, un petit coup de blanc sur les pots noirs. Oui, d'un point de vue commercial, c'est chiant. On peut doubler le pot, on peut changer le pot. Enfin, mais en tout cas, ça va rafraîchir l'intérieur du pot. Hein, je vous ai montré, les pots, ils montent à 60 degrés. Hein, donc, effectivement, on a des pertes racinaires. C'est catastrophique. Hein. Toutes les racines se mettent au nord du pot. On a des trucs assez affreux. Voilà. Ce qu'on peut montrer aussi rapidement, on l'a fait sous tunnel, un peu comme ce que font les maraîchers. Moi, je suis contrasté sur le résultat sous tunnel. Vous avez la photo là, blanc et noir. C'était en 2022, donc 2022, année quand même très chaude. Et les résultats, c'est qu'on a eu moins 10% d'irrigation en toile blanche, mais on a aussi eu moins 10% de biomasse. Et là, ça se voit bien sur les cyclamènes, ici, même sur les chrysanthèmes, ça se voit bien. Hein, ils sont beaucoup moins développés sur la toile blanche que sur la toile noire. Donc là, moi, sous tunnel, je suis plus contrasté sur le blanchiment du sol. Bon, ça, je voulais pas montrer, c'était des symptômes de brûlure qui confirmaient les choses. Enfin, des symptômes de carence qui confirmaient ce que je disais. Du coup, est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie ou pas? Je vous invite à lever la main ou les poser en direct si vous avez des questions. Oui, il y a une main levée. Oui. Mathieu, Bisson. Je vous en prie, vous pouvez ouvrir votre micro. On ne vous entend pas pour l'instant. Mais le micro est ouvert. Et on n'entend toujours pas. On n'entend toujours pas. Ben, sinon, on va passer à Manon. Et puis Mathieu, Oui. vous pouvez mettre la question dans le chat. Oui, bonjour. C'était pour dire que j'ai l'impression que le chat ne fonctionne pas. Enfin, moi, j'arrive pas à écrire dedans. Je sais pas si c'est le cas d'autres. Ah ah. Il n'y a effectivement aucune question via le chat. Ben, je vous invite à poser vos questions de vive voix, dans ce cas, sur les moments des questions. Oui, il y a une autre personne du coup. Ça y est, le chat marche. Hein. Jean Frouin, vous aviez une Oui, question? oui, bonjour. Je vous remercie pour cette présentation. C'était au sujet des cyclamènes. Vous disiez sous tunnel, le blanchiment des tapis de sol, ça se traduisait par une réduction de croissance. Bon, nous, on produit dans le sud, hein, sur Fréjus, donc les températures sont quand même très très fortes.
Nouvellement, on a installé des tunnels. Je peux même pas envisager en fait de faire de la culture sous tunnel de cyclamen dans ces conditions-là parce on est sur des températures nocturnes qui descendent rarement en dessous de 24, 25 et des températures de jour qui sont généralement au-dessus de 35. Donc en fait, le cyclamen ne fonctionne pas euh, dans l'état actuel. Et je me dis que quand même, malgré tout, si je pouvais perdre ces 5 degrés dans la journée, je pourrais retrouver une plante qui fonctionne un Ouais, peu. mais vous allez voir un autre truc. Si vous êtes sous abri, il y a un autre truc que je vais vous présenter après qui est peut-être meilleur. D'accord. Ok. Ouais. Très bonne transition. Il y a, Mathieu Plisson qui a écrit sa question qui était sur cette question de couleur de Bâche sol. verte. Quid des bâches vertes? Alors effectivement, bâche verte, j'en ai pas parlé. C'est pas quelque chose qu'on a testé, mais certainement d'un point de vue culturel, parce que les bâches vertes, c'est plutôt en paysage. Nos distributeurs n'en vendent pas beaucoup. Mais j'ai fait la même présentation, pratiquement la même présentation au Cival, et il y a un producteur du sud de la France, en climat méditerranéen, qui a signalé qu'effectivement, la grande majorité des producteurs dans le sud de la France étaient passés en bâche verte et que c'était très intéressant, que ça réduisait bien la température et que elle était à peu près aussi résistante que la noire et qu'elle avait le même prix que la noire. Donc, on a noté l'idée. Là, je vous dis que, a priori, d'après cette personne, ça marche. Et dans le prochain Climaveg, ben, on mettra le test de la bâche verte. Ok, merci pour Plus de questions? ces réponses. Moi, j'avais une question, j'étais pas sûre d'avoir bien compris les conclusions de la présentation. C'est que ça restait efficace pour la culture sous tunnel si c'était bien des périodes de canicule. C'est ça le bâchage des passe-pieds et des bords de planche. Alors, pour l'extérieur. Pour En extérieur, l'extérieur. mais pas sous tunnel. Sous tunnel, on n'a pas testé le blanc de serre. On l'a testé que en extérieur. Sous tunnel, on a testé que ça. La toile hors sol D'accord. blanche mise au sol. D'accord, Voilà. ok. Ou Merci. moi, voilà, j'ai un avis. Enfin, j'ai pas trop d'avis. Il y a des avantages, inconvénients. En tout cas, on l'a testé qu'une seule année. Et le résultat, et c'était en 2022, hein, donc année chaude. Et je suis pas très convaincu du résultat qu'on a obtenu. Contrairement à l'extérieur où on avait des bons résultats. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. C'est bon? Je vais t'inviter à poursuivre, Alain, parce qu'on Ouais. on approche de l'heure. Allez, toile d'ombrage. Alors là, vous voyez, donc là, au lieu de blanchir le sol, je mets quelque chose sur la plante pour réduire l'intensité lumineuse, ce qui devrait réduire également la température. Si on met de la toile blanche, on devrait réduire. Bon, les réductions de température, ça dépend beaucoup de comment on dispose la toile. Par contre, ce qu'on voit, là, vous avez des résultats sur Hortensia avec différentes toiles. Vous avez le témoin tout à gauche et les quatre autres, c'est des différentes couleurs de toile. Vous voyez qu'il y en a qui donnent des résultats jolis. La toile verte Alphatex, là, on a l'air meilleur que le témoin. Il y a des résultats catastrophiques. Hein, la toile blanche de Alphatex aussi, qui donne des trucs catastrophiques. La noire est affreuse. Parce que la noire, vous voyez, les bourgeons, elle est trop lâche, les bourgeons passent au travers et ça marche pas. Donc là, on est sur la canicule arrive, je mets la toile sur le feuillage de mes plantes. Hein. J'ai pas le temps de mettre des arceaux et tout ça. Euh, donc là, on voit que ça peut apporter un avantage, mais qu'il peut y avoir des inconvénients, comme là, donc sur la toile blanche, c'est un excès d'oïdium, beaucoup d'oïdium dû à la toile, certainement à cause du climat. Par contre, vous voyez que la toile verte, entre le témoin à gauche et la toile verte à droite, vous voyez que le développement foliaire est totalement différent, la couleur est différente, les feuilles sont plus grosses. Là, on voit un bel effet de croissance avec la toile verte. Ça nous a incité à continuer les travaux, à tester de nouvelles toiles. Donc une toile de maillage différent pour la blanche, de la noire, de la verte, de la un peu bleue, de la beaucoup bleue, et vous avez les spectres lumineux. Alors, comme on est un peu à la bourre et que je parle trop,
Je vais pas vous expliquer exactement ce que devrait faire chaque spectre lumineux, mais en gros, vous avez la lumière naturelle en haut à droite, et vous voyez que le blanc et le noir, c'est exactement le même spectre que la lumière naturelle, c'est normal. Il y en a une qui renvoie tout, il y a l'autre qui absorbe tout. Sinon, ce serait pas blanc et ce serait pas noir. Donc, ça veut dire que le spectre est pas modifié, c'est simplement l'intensité lumineuse qui est modifiée. Et puis après, la verte, la bleue et la très bleue, on voit que le spectre est totalement modifié. La verte, on touche pas trop au rouge-rouge lointain, par contre, on touche à la proportion bleu-rouge. Et les deux bleus, on va toucher aux deux éléments, à la fois le rouge-rouge lointain et le bleu-rouge, avec celle qui est très bleue, hein, le spectre qui est le plus modifié. Tout ça, ça doit faire qu'on doit avoir des changements, on doit avoir des plantes plus belles, mais aussi des changements de morphologie ou de comportement face au stress, de résistance au stress, abiotique ou biotique. Là, vous avez le témoin au milieu, sans toile. C'est le même, à peu près le même essai que l'hortensia avant, hein. Je sais plus, 2023, on était sur arceaux quand même. On avait mis des arceaux. Et donc vous voyez que en noir et en blanc, ouais, on est mieux que le témoin. Il y a moins de brûlures. Là, on voit des brûlures en apex. Là, il y en a plus, il y en a plus. La blanche a l'air moins bien que la noire d'ailleurs. La noire est un peu plus belle, mais c'est pas fulgurant. Là, on passe à la bleue et à la verte. Vous voyez quand même que par rapport au témoin, là, on est sur les mêmes échelles, hein. La grandeur des carreaux là au sol est la même pour toutes les photos. Donc là, on voit bien des gains de croissance importants en bleu et en vert. La verte a l'air même mieux que la bleue. Et puis là, c'est la deuxième bleue, la très bleue, où on est encore meilleur, avec des plantes vraiment qui n'ont rien à voir. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que oui, on peut ombrer, on a un avantage avec toutes les toiles, mais par contre, suivant la toile qu'on choisit, on aura plus ou moins d'avantages. Et là, actuellement, les résultats montrent que c'est vert et bleu qui sont vraiment les toiles les meilleures pour optimiser la croissance. Donc vous voyez là, les toiles sont restées 2 mois, enfin 1 mois et 15 jours sur les plantes, hein. Du coup, bah, on s'est pas arrêté là. On s'est dit, on a des tunnels. La tempête Domingo est arrivée, ça nous a foutu des tunnels par terre. On a reconstruit des tunnels et bah, on a mis une toile dessus. Donc là, on a pris le bleu, le très bleu, là, la meilleure des toiles d'avant, et puis on l'a comparé à un tunnel à côté où il n'y avait pas de toile d'ombrage. Juste en pignon, on a mis une toile blanche pour simuler l'ombre de ce pignon bleu là du tunnel bleu. On a fait exprès d'avoir des toiles qui descendent bas, de ne pas avoir d'ouvrant, hein, pour qu'on ait vraiment à l'intérieur que de la lumière filtrée, qu'on n'ait pas de lumière naturelle qui touche les plantes. Objectif, réduire la température, voir les effets sur ravageurs maladies qu'on n'avait pas pu observer avant, et voir les effets sur la croissance des plantes et la consommation en eau. On a testé alors là, on a fait une gamme beaucoup plus large, puisqu'on a beaucoup plus de place. Donc, hortensia, hosta, tomate, griséline, cyclamen, élébore, courgette et chrysanthème. Là-dedans, vous avez des plantes d'ombre, l'élébore, un peu le cyclamen, l'hosta, l'hortensia. J'en oublie une, je sais pas où elle est. Le cher, oh ben, on n'a pas mis le cher, on a testé aussi le cher. Et puis, vous avez des toiles qui adorent le soleil, hein, la tomate, la courgette, le chrysanthème, ça aime quand même assez bien le soleil. Voilà. Donc, on a des trucs très contrastés, sachant que la tomate, c'est elle qui adore le plus le soleil. Et on a des trucs vraiment de très ombre, comme les lébores. Au niveau des températures, donc là, on est sur les données 2024. On a quand même des différences de température assez importantes entre les deux tunnels. Notre tunnel témoin n'était pas chaulé, hein, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas normal, normalement on chaule. Oui, ok, mais pour l'essai, on a voulu ne pas chauler pour voir vraiment l'effet de la toile sur la température sans qu'il y ait le biais chaulage qui vienne polluer tout ça. Donc on gagne quand même 5 à 10 degrés grâce juste au filet. Et puis en consommation d'eau, là c'est assez exceptionnel. Donc on retrouve des données comme avec la toile blanche au sol sur tomates, courgettes, avec moins 10% de consommation d'eau. Par contre, on n'avait pas de diminution de la croissance. Et puis là, les plantes d'ombre, alors là c'est festival, hein, moins 23, moins 30, moins 36, moins 43.
de consommation en eau entre les deux tunnels. Alors, c'est pas du calcul, c'est de la vraie consommation, c'est-à-dire qu'il y avait un pluviométrie au milieu de chaque parcelle, on arrosait. Le contenu de chaque pluviomètre était mis dans un bidon à la fin de chaque arrosage et à la fin de la saison, on a pesé les bidons. Donc, ça montre la quantité d'eau reçue par les plantes. Donc c'est assez exceptionnel. Alors pourquoi une telle diminution de consommation d'eau alors que vous allez voir que la croissance c'est pas du tout pareil. Il y a des choses qui ont beaucoup mieux poussé dans le tunnel bleu que dans le tunnel blanc. Ben, c'est parce que toute l'eau qui est consommée dans le tunnel blanc sert à l'évaporation des plantes pour ne pas trop s'échauffer. Et puis la température plus élevée fait que de toute façon les peaux vont s'évaporer plus vite. Là, vous avez des résultats de feuilles grillées sur la griséline. Donc, griséline, aucune feuille grillée en tunnel bleu, 50% en tunnel blanc. Les lébores, un tout petit peu en tunnel bleu, 70% en blanc. L'hortensia, 100% en blanc, 10% en bleu. L'hosta, 100% en blanc et 50% en bleu. Donc là, on voit bien cet effet grillure, protection contre la grillure qui est assez important. Et puis là, vous avez les deux cultures d'hortensia, tunnel bleu à droite, tunnel gauche, c'est le tunnel. Photo de gauche, c'est le tunnel blanc. Là, on voit bien les grillures et les différences de croissance. Hein. Donc, meilleure croissance, meilleur aspect de la plante alors qu'il y a moins 23% d'eau. Donc ça, c'est quand même assez génial. En tout cas, sur les plantes d'ombre, on n'a aucun problème. Par contre, si on fait de la culture de tomates, si on est maraîcher, qu'on fait de la culture de tomates ou de courgettes, là, on a un problème. Le rendement est beaucoup plus faible en tunnel bleu. C'est des plantes qui adorent le soleil. Et là, on a réduit fortement l'intensité lumineuse. Ce filet d'ombrage réduit de 60 à 70%. J'ai les chiffres quelque part. Hein. Ça va être quelque chose comme 60 à 70% l'intensité lumineuse. Donc là, je pense pour ces plantes qui adorent l'ombre, l'intensité lumineuse est trop réduite. Ce qui fait que la plante de tomate part en croissance. Donc on a des plantes beaucoup plus développées en croissance, mais avec moins de fruits. Donc ça peut être intéressant pour la production de jeunes plants. Encore des fois, on avait un petit peu d'étiolement. On pourrait qualifier ça d'étiolement. Donc faudrait l'autre toile bleue, la moins forte. Donc ça peut être intéressant pour la production de jeunes plants avec une toile plus faible, enfin moins tissée, moins large. Mais par contre, pour la production de fruits, non, c'est niette, faut pas. Et la courgette, pareil, en production de fruits, je crois qu'on était un peu moins bon. Et par contre, de l'oïdium, beaucoup plus d'oïdium en tunnel bleu. Et on suppose que c'est à cause des élévations de température plus lentes en matinée, qui fait que le point de rosée reste plus longtemps sur les feuilles, qui fait que l'oïdium peut se développer plus facilement. Du coup, c'est bien qu'on ait vu ça, parce qu'on aurait été en année chaude, à mon avis, on n'aurait pas vu ça. Parce que le point de rosée, même sous le tunnel bleu, il serait parti très très vite et on n'aurait pas vu l'effet oïdium. Donc attention, en tout cas sur la courgette, effet négatif sur l'oïdium. Sur le chair, je vous ai dit qu'il y avait aussi le chair, on a un effet positif du tunnel bleu sur l'oïdium, c'est-à-dire on a moins d'oïdium dans le tunnel bleu que dans le tunnel blanc. L'hortensia, c'est plus mitigé, mais la tendance va aussi dans ce sens-là, un peu moins d'oïdium en tunnel bleu qu'en tunnel blanc. Donc ça dépend des plantes. C'est cool. Des trucs qui dépendent des plantes, c'est chiant. Parce qu'il faut tester toutes les plantes. Mais en gros, la preuve de concept sur ces filets bleus est faite. Pour les plantes d'ombre, il n'y a pas de souci, on peut y aller avec cette référence, là, Supratex. Pour les autres plantes, là, dans notre essai, c'est chrysanthème, tomate, courgette. Il faut travailler sur d'autres filets, des filets à mailles plus lâches comme Longorex ou un filet intermédiaire pour trouver le meilleur compromis. En tout cas, vous voyez qu'on a une réduction bien plus forte qu'en mettant une toile blanche au sol et une qualité pour certaines plantes bien meilleure. Et la plante, en gros, plus elle aime bien l'ombre, plus l'économie d'eau est importante. J'ai été assez rapide là. Ah, j'ai un peu dépassé. Ouais. Si vous avez des questions, en levant la main ou via le chat qui a l'air relancé. En tout cas, les conclusions sont très claires. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Non, ça t'ouvre la porte pour la suite. Ouais. Donc, dernière partie, les machines de, entre guillemets, traitement de l'eau.
Donc ça, vous avez dû voir passer, c'est un truc qui est, je vais dire, à la mode depuis quelques années. Alors, en disant à la mode sans préjuger de l'efficacité ou pas du truc, hein. Mais c'est un truc qu'on entend beaucoup parler. La première, c'est Homéo Décalque. La deuxième qu'on va tester, c'est LM Innovation. Et il y en a d'autres qui existent sur le marché. Il y a Aqua 4D qui existe et encore d'autres. En gros, là, sur ce test-là, on a testé Tretagri, donc Homéo Décalque et LM Innovation, dans un objectif de réduction de l'arrosage en période chaude. Donc, le but, c'est de voir si on peut effectivement réduire sa quantité d'eau lorsqu'on utilise ces machines. On n'est pas sur l'objectif de qualité de l'eau, parce qu'ils revendiquent aussi une amélioration de la qualité de l'eau, en particulier de la dissolution des dépôts minéraux. C'est ce qui est marqué juste là, hein, en première ligne. Fonctionne par fragmentation des éléments minéraux chargés, calcaire, fer, manganèse. Ça, on ne peut pas l'évaluer sur la station parce qu'on a une eau de trop bonne qualité. On a une eau qui est très peu chargée, donc on ne peut pas l'évaluer sur la station. Par contre, la revendication améliore l'efficacité de l'eau et réduit le stress hydrique, ça on peut l'évaluer. Donc on a regardé rapidement sur les sites internet c'était quoi ces machines. Donc la première c'est Homéo Décalque, là vous avez une image, là vous avez un boîtier, il y a le 220 qui arrive d'à côté, il y a de l'autre côté on fait une bobine électrique autour du tuyau d'irrigation et là-dedans il y a une fréquence électrique qui passe là-dedans. Donc certainement du courant la variation d'intensité de courant ou du courant alternatif à une fréquence bien déterminée à l'intérieur. Si vous vous rappelez de vos cours de physique, quand je fais une bobine, je crée un champ magnétique qui va créer un champ électrique à l'intérieur. J'ai un champ électrique là qui va de haut en bas, je crée un champ magnétique qui va de gauche à droite, et ce champ magnétique traversant l'eau va créer un champ électrique à l'intérieur de l'eau, pareil perpendiculaire au champ magnétique. Donc là, on a un procédé, en tout cas, on a un procédé physique qui peut expliquer le principe de fragmentation des éléments. Et d'ailleurs, il n'y a pas que eux qui le revendiquent. Il y a par exemple Amazon qui vend des adoucisseurs d'eau magnétiques, aimant professionnel adoucisseur d'eau, détartrant d'eau, conduite d'eau, bleu, anticalcaire. J'adore ces titres qui veulent rien dire. Mais en tout cas, si vous regardez, c'est quoi? C'est un aimant, donc avec un plus et un moins, et ça crée un champ magnétique qui traverse l'eau. Et d'un côté, vous avez des minéraux coagulés, on va dire, précipités, qui vont être dissous en passant au travers du champ magnétique. Et à la fin, on sort avec des particules qui ne sont plus précipitées. C'est remis en solution. Du coup, vous n'avez pas de dépôt. Ça, c'est vendu pour le particulier, pour ceux qui habitent en zone calcaire, en eau calcaire, à 55 €. Vous voyez, c'est exactement le même principe. Sauf que là, c'est un champ magnétique permanent. Là, c'est pas un champ magnétique permanent puisqu'il y a une fréquence. Ils disent qu'il y a une fréquence électrique. Donc, ça veut dire qu'on fait fluctuer le nord et le sud. Et peut-être que ça fragmente mieux en faisant permuter le nord et le sud. Donc là, on a un processus physique qui peut expliquer des résultats. On regarde LM. LM, on va regarder très vite. Ils sont conscients que leur allégation des fois, ça veut rien dire. La porcelaine magnétique informée, du double vortex, du truc lévogir qui passe en... Voilà, on regarde pas leur explication, on comprend rien. Par contre, le principe qu'ils revendiquent, c'est de l'eau rentre dans la machine. Où est-ce qu'il y a une photo? Voilà, j'ai même pas mis une photo de la machine. Bon, c'est un petit cylindre. L'eau rentre en haut, tourne. Donc ça fait un tourbillon à l'intérieur, il y a un morceau de porcelaine à l'intérieur et ressort de l'autre côté. Le principe, c'est que en tournant, le mot qu'ils utilisent, c'est informer, l'eau s'informe, se structure et ressort de l'autre côté de meilleure qualité. En tout cas, les revendications sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire dissolution des éléments qui peuvent précipiter et réduction de l'arrosage.
On a utilisé un protocole comme ça s'appelle un gradient. On part d'une parcelle où on est à 500 millilitres par pot de 2 litres d'un côté, 25 millilitres. Ah, mes chiffres, ils sont décalés là. Le 50 est à la place de 25, le 25 est au bout. 25 millilitres pour les pots qui sont là. Donc on fait du fois beaucoup. On divise par 20 du 500 au 25. Et vous voyez qu'au début, là, c'est constant. 500, 400, 300 millilitres, on est assez constant et après on baisse. Si on reprend ça, donc pour chaque parcelle, on a ce gradient de sécheresse et on a les 3 machines. Le dispositif a été validé par les fabricants, le protocole a été validé par les fabricants, etc., etc. Là, on va prendre l'ensemble des modalités. Donc là, je prends les résultats de toutes les tomates et je regarde leur hauteur par rapport à la quantité d'eau qu'elles reçoivent. Les écarts types, du coup, vous indiquent les différences entre modalités, mais ce que vous voyez, c'est qu'entre 500 ml par pot à 300 ml par pot, on est très stable. Donc en fait, à 500, on est en surarrosage. À 400, on est en surarrosage. À 300, on est en confort hydrique. Et après, on baisse. Le 200, il y a une grosse marche entre 300 et 200. Je ne sais pas si c'est un problème expérimental ou, alors on avait vérifié les débits, hein, donc normalement c'est pas trop un problème dans le dispositif, ou si c'est simplement que la plante, pour activer ses mécanismes de résistance au stress hydrique, doit sacrifier un peu de sa croissance et du coup ça fait une grosse marche. Ce sont des hypothèses. Donc soit c'est un problème d'expé, soit ça peut être ça. C'est-à-dire que 300, 400, 500, la plante ne met pas en place ses dispositifs de résistance au stress hydrique et à partir de 200, elle les met en place. Et là, vous voyez, de 200 à 120, on descend gentiment en hauteur. Donc là, on voit bien le stress et on voit bien le début du stress qui est entre 300 et 200. Alors, les revendications, c'est moins 30% d'arrosage. Imaginez, vous êtes un producteur, vous surarrosez vos cultures, puisque tout producteur surarrose ses cultures pour éviter les problèmes. Enfin, sauf quand on veut cultiver sur stress hydrique, hein, comme on peut le faire sur du chrysanthème ou de l'hortensia pour éviter qu'il pousse. Mais quand on est sur des cultures classiques, du maraîchage ou d'autres jeunes plants, par exemple, on ne va pas sous-arroser, hein. Et imaginez que vous arrosiez à 500. Si je vous dis faut faire moins 30%, 30% de 500, 10% ça fait 50, ça fait 150 en moins, ça fait qu'on est à 450. Donc moi j'installe la machine, je vous dis vous faites moins 30% d'arrosage, vous arrivez à 450, vous avez le même résultat. Vous voyez que là, en fait, ils n'ont pas tort. Là, le gars, il n'a pas tort. Il a dit tu mets moins 30%, tu auras le même résultat. Sauf que le résultat n'est pas dû au fait que la machine fonctionne, mais le résultat est dû au fait que le producteur arrosait trop. Alors on verra après si c'est vrai ou pas ce que je vous dis, hein, mais c'est l'intérêt de ces protocoles, c'est de pouvoir distinguer entre des biais d'expérimentation ou d'application, comme celui que je viens de vous expliquer, et des effets réels des machines. Voilà, donc là ce serait une possibilité d'expliquer les 30%. Par contre, si le producteur a arrosé déjà à 300 et qu'à 30% en moins d'arrosage, il a le même résultat, on ne peut pas dire que c'est le biais. C'est forcément un effet de la machine. OK? Alors voilà des résultats. Là, vous avez au cours du temps l'évolution de croissance des tomates pour différents régimes hydriques, donc de 25 ml à 200 ml. Donc ça, on est sur le régime stress. Donc d'un fort stress à un stress moyen, et 300, 400, 500, là, les trois sont en confort hydrique. Enfin, il n'y a pas de stress hydrique, hein, il y a un excès d'arrosage même. Vous voyez que les courbes sont quand même assez proches, on n'a pas des grosses différences. On va avoir des différences à 200. On voit que la courbe orange se soulève. Des fois, on voit un peu la courbe verte là qui se soulève pour le 100. Et puis là, vous voyez pareil, la courbe violette pour 300 et 400 qui est supérieure. On est en confort hydrique, si on est supérieur, ça se laisse sous-entendre que c'est pas un biais de production, que c'est bien un effet de la machine.
On regarde ça juste au niveau de 3 dates différentes. Donc là, on présente par stress, enfin par quantité d'eau appliquée. Là, on présente par date et on a toutes les quantités d'eau appliquées. Vous voyez qu'on voit des différences. Les barres sont pas toujours les mêmes, hein. Vous voyez ici, là, on a des différences. Là, on a des différences. Ici aussi, ici aussi. On a des différences un peu partout. C'est pas des différences folles, c'est pas énorme, mais il y a des choses qui ont l'air, là, la violette. Alors on va retrouver la violette ici, la verte en dessous. On a des choses qui changent un peu. Si on regarde les stats, pourquoi j'ai pas les stats? Attendez, elles sont où mes stats? Ouais, bon, je sais pas pourquoi les stats ont sauté. C'est certainement avec la remise en forme du document. On a, bon, je vais vous le dire à l'oral, on a des différences significatives sur ces données-là. En particulier sur ces 2 dates-là, on a des différences significatives qui montrent que à un moment pendant la croissance, les machines ont bien un effet sur les plantes. Et après, en fin d'essai, par contre, ces différences significatives s'atténuaient. C'est-à-dire, on voyait moins la différence en fin d'essai. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, mais enfin, j'ai pas d'explication pour ça. Un effet transitoire comme ça, c'est un peu bizarre. Ça, c'est la couleur des plantes. On va passer parce on voit presque rien et il n'y a pas grand-chose à dire. On va passer directement aux racines. Donc, pareil, revendication des 2 fabricants, amélioration du système racinaire, de la vitesse d'enracinement. Et là, je pense que vous voyez clairement sur le graphe du bas ici que, ouais, là, on peut dire clairement que les bâtons, ils sont pas du tout alignés. Comment on note ça? Là, c'est pas un critère de qualité d'enracinement en fin d'essai, c'est un critère de rapidité d'enracinement. C'est-à-dire que j'ai des pots avec 16 trous au fond du pot, et au début de la culture, je vais regarder combien de racines émergent des trous. Plus l'enracinement est rapide, plus les racines émergent vite. Et du coup, plus de trous sont colonisés. Donc les barres les plus hautes, c'est l'enracinement le plus rapide. Les barres les plus basses, c'est l'enracinement le plus lent. Ce qu'on voit, c'est que pratiquement toujours, les bâtons violets sont supérieurs aux 2 autres. Le bâton violet, c'est homéodécalque. Donc, pareil, il n'y a pas les stats. Les stats ont sauté, mais on est presque significatif partout. On a bien un effet de rapidité d'enracinement avec la machine homéodécalque. Sur la qualité finale de l'enracinement, on voyait plus de différence. 1 mois après, quoi, en gros, hein. Sur LM, c'est un peu différent, c'est moins facile à expliquer, mais il y a moins de choses significatives. Mais quand c'est significatif, on a un ralentissement de la rapidité d'enracinement. Alors, des fois, les plantes, quand elles sont en confort, elles investissent moins dans leurs racines et plus dans leur feuillage. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a moins d'enracinement rapide avec LM, parce que la plante n'a pas besoin de beaucoup de racines pour pousser et a investi dans le feuillage. Sauf que dans le feuillage, et les différences quand même, on les voit peu. Alors il y en a un petit peu, hein, des différences significatives avec LM, vous allez voir après, mais c'est pas des différences constantes entre les dates ou entre les doses. Donc est-ce que c'est des vraies différences ou est-ce que c'est du hasard? Je pense qu'il y a quelque chose, parce que sur les racines, on voit qu'il y a quand même quelque chose, mais c'est pas des résultats très tranchés. Homéodécalque, on a quand même des résultats plus tranchés qu'avec LM en général. Voilà, donc ça c'est le système racinaire final. Alors vous voyez qu'en confort, il n'y a rien. Sur le premier stress, on voit rien. Et puis par contre, quand on va arriver sur les modalités très stressées, là on pourrait commencer à avoir des effets sur le système racinaire. Mais on est quand même sur des stress hydriques très forts. Un producteur ira jamais jusque-là. Donc, un effet, effectivement, sur le site de Homéodéca qui le met, améliore la rapidité d'enracinement. Ça, oui. Qualité de l'enracinement final, on l'a pas trop vu. On a peut-être des indices à très fort stress hydrique, mais bon. Sinon, c'est pas flagrant comme la rapidité d'enracinement qui était flagrante. Et là, vous avez la synthèse générale. Donc là, on va retrouver les 2 machines Homéodécalque et LM Innovation. Tous les critères qui ont été vus, hauteur, spad, biomasse, racine sortante, donc ça veut dire rapidité d'enracinement, qualité racinaire en fin d'essai, donc là on a tous les critères.
Et vous avez là les chiffres qui sont marqués, c'est le nombre de fois, le nombre de dates où, donc vous avez vu, on a noté sur 5 ou 6 dates, c'est le nombre de dates où la différence est significative avec le témoin. Quand c'est entre parenthèses, c'est qu'on est entre 5 et 10% au niveau de la probabilité. Quand c'est pas entre parenthèses, c'est qu'on est à inférieur à 5%. J'ai été jusqu'à 10%, hein, parce qu'on est sur quand même des processus, vous avez vu, les différences sont pas énormes, on est sur des processus un peu complexes. Donc je vais jusqu'à 10 pour me montrer des indices d'efficacité. Au méodécalque, vous voyez un effet sur la hauteur, on a quand même du vert, pas mal de vert. Alors pas en fort stress hydrique, plutôt en stress hydrique faible ou en confort. Nombre de dates analysées 3. 3, 2... Ouais, non, 3 dates analysées. Donc là, par exemple, sur 200 en faible stress hydrique, sur les 3 dates analysées en statistique, il y en a 3 qui ressortent significatives avec un effet positif. Donc là, on peut dire oui, homéodécalque a eu un effet sur la croissance. Sur la couleur, rien. Bon, là, on a un truc, c'est entre parenthèses. Donc là, on dit rien. Sur la biomasse, a priori, rien. On a 2 fois du plus, mais bon, c'est pas logique. Il y en a un à 500, il y en a un à 25, c'est pas logique. Moi, je conclus là, pas d'effet. Racine sortante, oui, avec un effet de plus en plus important quand on est en stress hydrique. Donc là, on confirme l'effet. Et qualité du système racinaire final, 0. Vous voyez là, absolument rien sur quelle que soit la modalité. LM, c'est plus confus. Vous voyez, il semblerait qu'il y ait quelque chose sur la hauteur. Hein. Alors, on a des choses un peu étranges avec LM. C'est que là, vous voyez, en 200, il y a 0, alors que de chaque côté, on a vu des différences significatives. J'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Vous voyez, la modalité de 200 en LM, elle est un peu bizarre. Hein. À chaque fois, elle met 0, alors que de chaque côté, souvent, on a des stats significatives. C'est un peu bizarre, ce 200-là. Si je le regarde pas, là, je vais dire oui, il y a un effet. Le SPAD, c'est un effet plus ou moins. C'est un peu comme là, du coup, si je fais la moyenne, je vais dire plutôt non. Il y a rien eu. Biomasse, c'est un peu pareil. C'est pas très logique tout ça. Et système racinaire sortant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a bien un effet, mais là plutôt ralentissement de la croissance. Voilà. Je rappelle qu'on était sur une eau hyper douce et que les fabricants eux-mêmes disent que leur machine fonctionne mieux sur des eaux chargées. Ce qui peut expliquer qu'on ait eu des résultats faibles par rapport à leurs revendications. Il n'empêche que sur le stress, enfin, vous voyez qu'on peut sortir des stats significatives. À part sur la rapidité d'enracinement, les différences qu'on a observées étaient quand même pas folles. Sur homéodécalque, ces différences, on les voyait sur le terrain. En particulier sur les modalités à 300, 400, 500, et puis un peu à 25. On voyait sur le terrain que c'était plus grand. Et voilà, fallait quand même un œil expérimenté pour s'en rendre compte. LM, on pouvait se demander parfois pour certaines modalités s'il n'y avait pas quelque chose, mais en général, c'était difficile de voir des différences sur le terrain. Voilà. Pour la conclusion là-dessus, donc ces machines, il y en a qui disent bon, c'est totalement ésotérique, c'est n'importe quoi, ça marche pas. Je pense que pour au moins homéodécalque, et j'ai une suspicion pour LM, c'est pas du vent. Leur explication est peut-être du vent, mais oui, quelque chose se passe. Homéodécalque, je suis sûr que quelque chose se passe. LM, je suis presque sûr que quelque chose se passe. Ce qui serait intéressant, c'est... Bon, déjà, après, chaque producteur doit regarder l'intérêt. S'il a une eau douce, bien sûr, il faut se mettre dans ma situation de mon essai. S'il a une eau douce, il faut qu'il regarde le coût-bénéfice de l'installation de ces machines. S'il a une eau chargée, moi, j'ai pas d'essai. J'aimerais bien faire un essai l'an prochain, enfin cette année, du coup, 2025, reproduire le même essai, mais chez un producteur avec une eau très chargée. On est en train d'essayer de voir ça pour essayer d'aller plus loin et voir ce que donnent les résultats en eau très chargée pour ces machines.
Et puis du coup, comme je suis un peu taquin, hein, j'aimerais bien tester Homéo Décalque en face d'un aimant à 55 € et voir s'il y a une différence d'efficacité entre les deux sur les eaux très chargées. Voilà pour cette dernière partie. Tant de questions, je vous laisse lever la main ou prendre la parole si vous souhaitez une précision sur ce qui vient de vous être présenté. À mon avis, ils sont tous partis. Si, La vidéo est bloquée chez eux. il y a toujours les participants qui sont en ligne, mais comme on a beaucoup avancé sur le temps, peut-être que, à moins que quelqu'un se... C'était quand la fin? Non. C'était 16 h, non? Non, c'était 15h30, Max? Ah oui? Bon, et on n'a Ouais. qu'une minute de retard, hein. Euh, Eh ben, peut-être que on peut repasser sur le questionnaire? s'il n'y a pas de questions, oui. Après, si des questions vous reviennent, vous les mettez Ah, Mathieu Plisson qui met pas de résultats significatifs. sur les machines. Je Si, pense il qu'il y a parle des des résultats machines. significatifs. À chaque fois que là, il y a un chiffre qui n'est pas entre parenthèses sur ce tableau, c'est un résultat significatif. S'il est en rose orangé, c'est un résultat négatif significatif. S'il est en vert, c'est un résultat positif significatif. D'ailleurs, je vois qu'il y a des couleurs qui emmerdaient, hein. Là, c'est positif, là, c'est négatif, là, c'est positif. C'est à l'inverse, là. Ah oui, non, non, ça n'a pas merdé du tout, hein. Oui, non, non, je dis des conneries. C'est bien ça. C'est le SPAD, on veut baisser l'intensité de SPAD parce que c'est la coloration, j'en ai pas parlé, mais plus la coloration est faible par rapport aux témoins, plus c'est un indicateur que le stress hydrique euh, est contré. Donc il faut avoir des significatifs négatifs pour que ce soit positif sur le critère. Donc c'est bien dans ce sens-là. Mais oui, on a des résultats significatifs. D'un point de vue statistique pur, on a des résultats significatifs. Est-ce D'accord. que c'est suffisant pour un producteur? Ça, c'est la question. C'est-à-dire, est-ce que ça va être significatif pour un producteur? C'est ce que je vous disais, il faut regarder le coût-bénéfice. Et le résultat, comme c'est mis, oui, le résultat le plus significatif et le plus fort qu'on a observé, c'est la vitesse d'enracinement. C'est vraiment celui-là qui ressort. Hmm. Et sinon, dans le chat, il y avait un message qui confirmait qu'ils étaient bien toujours là et attentifs et qu'ils appréciaient la présentation. Et une autre question, par contre, sur un ordre d'idée de l'investissement pour ces machines sur l'exploitation. Je suppose que c'est dépendant de la surface qui va être traitée, Alors, ça mais dépend de la taille des machines. Après, je sais que c'est pas donné, c'est plus de 55 €. Mais là, faut mieux se rapprocher d'eux parce que je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, ce que je sais avec les résultats que j'ai sur mon eau à moi, sur la station, c'est pas la peine d'en mettre. Vous voyez, par exemple, mes filets bleus donneront des bien meilleurs résultats en économie d'eau que ces machines. Euh, sur mon eau douce. Et c'est pour ça que j'aimerais bien tester sur les eaux chargées, parce que sur les eaux chargées, ça pourrait changer, hein. Les résultats pourraient être bien meilleurs. ok, il n'y a plus de questions dans le chat. Je te propose Bah, de poursuivre. Il y avait un je vous point où... Ah, propose, oui, juste avant de se quitter, de faire deux derniers petits questionnaires rapides pour revenir sur les 4 points qui ont été abordés par Alain. La première question à laquelle vous pouvez répondre, c'est parmi les solutions qui ont été proposées par Alain, laquelle ou lesquelles vous paraissent les plus pertinentes? Alors, choix assez rapide, là, il y a 4 solutions. Et on a plus de personnes connectées au Google Clap que connectées au webinaire. Je pense que c'est lié au nombre de propositions qui ont été faites dans les questions d'avant. Oui, d'accord. Ok, donc pour l'instant, le refroidissement des aires de culture
semble être préféré. Vol d'ombrage en 2. Ouais. Alors, refroidissement des tunnels, ne faites pas, ça marche pas, hein. Faut qu'il y ait 0 sur la question 1. Ok, Ok, on passe à la suivante. ouais. En tout cas, Allez, merci. Moi, ça montre si ça montre un peu si j'ai des choses à poursuivre, ouais, les voies qui vous intéressent. l'étoile d'ombrage et puis le changement de couleur du sol semble Ouais, assez ouais. intéressant pour les gens qui répondent. Et la dernière question, c'est une question vraiment qu'on vous laisse libre, pour laquelle on vous laisse libre de répondre. C'est de savoir s'il y a une thématique liée au changement climatique qui vous paraîtrait intéressante et qui n'a pas forcément été travaillée par Astredor ou dans ce type de projet. Alors répondez comme vous le souhaitez et on aura de nouveau un nuage de mots qui va apparaître. Est-ce qu'il y a une thématique autre que vous souhaiteriez voir travailler par un nouveau Alors là, projet de type Climavège, pourquoi pas? ouais, je vois que tu as 0 en participant là. Est-ce que vous voyez bien la Ah, question sur vos écrans? attendez, on va recommencer. Ah oui, c'est bizarre. Oui. Bah, essayez de Non. mettre un mot alors. Hmm. Apparemment, on voit sur les Ah, écrans. ça y est, il y en a un qui arrive. Fragmentation de l'arrosage. Intéressant. Le paillage, ouais, des travaux sur le paillage également. Alors, cartographie, je vois pas trop ce que ça peut être. Dans le chat, il a été ajouté ventilation et extraction d'air. Mhm. Avec des systèmes Venturis, pourrait le faire. Les couverts végétaux qui reviennent. Voilà, on va être plutôt sur de la pleine terre. Ouais. J'ajoute celle du chat au WooClap. J'ai vu palette végétale aussi, non? Oui, adaptation des plantes. Peut-être ouais, des espèces, Réorganisation. actionnement de l'arrosage. Ok. Bon, ben, on va noter toutes ces réponses et puis pourquoi pas un nouveau sujet de travail dans le cadre de ce type de projet. Ouais. Ok. Là, il y en a plusieurs, oui. Il y a la fragmentation de l'arrosage, la ventilation, extraction d'air. Ça colle bien. Palette végétale, pourquoi pas. C'est toujours un peu compliqué, palette végétale, parce que il y a les commerciaux qui se rajoutent derrière. Et des fois, les commerciaux sont pas en accord avec le rationnement, avec ce qu'il faudrait faire de manière rationnelle en production. Réorganisation, je suppose que c'est réorganisation des calendriers de production. Mm. Et après, on retrouve des choses pleine terre qui sont déjà travaillées ou qui seront travaillées dans d'autres projets. Donc, on mettra peut-être pas encore dans le prochain. On verra, faudra qu'on y réfléchisse. Mais tout ce qui est paillage, alors paillage pleine terre, mais aussi paillage hors sol sont travaillés dans le projet confort, le projet régional confort. Donc là, on a déjà une année d'essai. Et puis, qu'est-ce que j'avais vu d'autre aussi? Alors après, pour la pleine terre, il y a permaculture, couverts végétaux, et je crois que j'en avais vu un autre. Je sais plus, mais en tout cas, ces deux-là.
sont travaillés dans les projets, dans Ouais. les projets Le planétaires paillage. qu'on fait. Paillage également, oui. Paillage Ouais. également, ouais. Ok. Donc Ok. voilà. Eh ben, écoutez, merci pour ces informations-là. Pareil, on va garder ça. On va garder. Là, vous avez vu, c'est un nuage de mots. Il y a certainement des phrases que vous avez faites qui ont été coupées en deux. On va reprendre exactement vos réponses de toute façon. Pour avoir un point de départ pour le montage alors soit du prochain projet Climavège, et s'il se fait pas, dans d'autres formes d'appel à projet. Pour clore le webinaire, je veux bien dire quelques mots sur les dates et également peut-être la partie, oui, accès aux résultats. Comme ça vous a été présenté, le projet Climavège est constitué de plusieurs actions. Il touche à sa fin, donc l'ensemble de ces actions produit des résultats. Je viens de mettre dans le chat un lien vers la page qui présente les différents livrables du programme. Donc, comme les synthèses sur l'évolution du climat qui ont pu être reprises par Alain au début de la présentation, il y a aussi une présence sur les réseaux sociaux qui donne plus l'actualité du projet. Et vous retrouverez l'ensemble des notes techniques qui sont issues de ces travaux-là, plus sur éviter l'échauffement des surfaces, aussi sur la page des livrables. Donc, il y a les différentes notes qui ont été réalisées sur les différentes actions. Une vidéo aussi où on retrouve Alain qui présente les essais au milieu des essais, entre guillemets. Et vous soulignez également qu'au même titre que cette présentation webinaire, il y a pour l'ensemble des tâches du projet des présentations vidéo de ce type. Vous voyez là les prochaines à venir. Et sur la page qui donne le programme de ces webinaires, vous retrouvez aussi les replays des webinaires qui se sont tenus précédemment. Et dans le chat, à nouveau, je viens de vous remettre le lien pour aller vers cette page des webinaires, mais également celui qui portait sur les réserves d'eau. Tu en as pas mal parlé, Alain, au tout début. Donc, je vous donne aussi le lien vers cette vidéo qui a présenté, entre autres, différents systèmes de couverture de l'eau, d'évaluation de la perte d'eau par évaporation et des notions de dimensionnement entre surface de collecte. On parle d'eau pluviale, d'eau pluviale récupérée l'hiver pour être stockée, entre surface de collecte, surface de stockage et surface à irriguer. Donc, je vous laisse prendre connaissance des prochains webinaires. Allez sur la page pour vous y inscrire. Et la dernière mention que je voulais vous faire, c'est la journée finale du projet qui se tiendra à Nantes le 13 mars et qui permet d'avoir, j'allais dire, des contacts en direct et de pouvoir échanger en direct avec les différents pilotes de travaux et les partenaires qui ont contribué à ces travaux. Je vous mets dans le chat le lien pour vous y inscrire et ce sera tout pour moi. Vous remercier Benjamin et Alain pour cette présentation et ce qui permet voilà, de partager les coordonnées. Si vous voulez de plus amples informations sur le projet, vous pouvez revenir vers nous à VG Police Valais. Sur la tâche plus précise, c'est Alain qui se met en référent. Voilà, merci à tous les deux pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Tu as ton micro coupé, Benjamin. Je disais merci à tous. Eh ben, merci à tous.